Alain Cornuez sur le thème de la norme immanente du droit politique et la résistance à la justice. Nous avons passé d'ailleurs un moment extraordinaire. Nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Viala, professeur agrégé de droit public à l'Université de Montpellier, professeur associé de l'Université Senghor d'Alexandrie. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et vous avez également dirigé donc, des ouvrages et vous allez intervenir sur un sujet passionnant. J'ai déjà hâte de vous entendre et je pense que l'assistance également. Jean-Jacques Rousseau, ennemi de la liberté, le point de vue de Léon Duguy. Cher Alexandre, nous vous écoutons. Eh bien, merci cher ami, un grand merci pour votre invitation qui me fait grand plaisir et grand honneur. C'est toujours un plaisir, comme on dit, de monter à Paris, même par mauvais temps. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas de venir exposer un point de vue et le partager avec des collègues et des amis. Alors, c'est néanmoins un défi un petit peu redoutable, puisqu'il s'agit donc cet après-midi de discuter autour de la figure de Jean-Jacques Rousseau, et beaucoup de travaux ont été réalisés, parmi celles qui viennent de me précéder, sur ce grand auteur, et donc il est difficile d'y ajouter une touche originale. En effet, Rousseau, bon, c'est un auteur qui n'a jamais laissé la postérité indifférente. Il est à la fois admiré, mais aussi contesté, voire détesté par certains. C'est un grand penseur de la modernité, un grand penseur de la modernité politique et juridique. C'est, comme chacun sait, le penseur de la démocratie moderne, dont il a conçu les fondements rationnels. C'est aussi celui qui, selon certains, était excessivement rationaliste, au point d'avoir posé les prémices d'une certaine forme de dogmatisme démocratique, voire même, selon d'autres, du totalitarisme. C'est un petit peu l'image d'Épinal, si vous me permettez, le lieu commun qu'on retrouve parfois dans la littérature de certains auteurs conservateurs ou libéraux. J'avais repéré quelques réflexions très très critiques à l'égard de Rousseau de ce point de vue-là, comme étant le précurseur, voilà, non pas du totalitarisme, mais du dogmatisme démocratique, chez Bertrand Jouvenel, dans son livre fameux du pouvoir, et l'histoire de l'ascension du pouvoir. On dénonce notamment un excessif, chez Rousseau bien sûr, un excessif attachement à la volonté générale et à la souveraineté populaire au détriment de la liberté de l'individu. C'est ainsi que serait sacrifié chez Rousseau, notamment selon Benjamin Constant, la liberté des modernes au détriment, sur l'autel, qui serait sacrifié sur l'autel de la liberté des anciens, parce qu'il y aurait une exaltation chez Rousseau du citoyen, invité à se déplacer sur l'agora, et donc à prendre beaucoup de temps sur sa vie privée au profit de la collectivité publique. Donc là, il y aurait chez lui donc, un sacrifice de la liberté, autonomie de la liberté des modernes sur l'autel de la liberté des anciens. On a l'habitude aussi parfois de porter sur l'œuvre de Rousseau un regard sceptique, notamment sur sa notion de religion civile, qui est exposée au fameux chapitre 8 du livre 4, l'avant-dernier chapitre du contrat social, cette religion civile qui conduirait à diviniser l'État. On sait en effet que Rousseau n'était pas insensible à ce risque de désenchantement du citoyen. Il s'est dit, après tout, après avoir écrit plus de 200 pages de réflexions ponctuées de concepts rationnels, il s'est dit, mon contrat social ne tiendra pas une seconde s'il n'y a pas une ferveur, s'il n'y a pas quelque chose qui relève de la mystique républicaine, de ce qu'on appelle aujourd'hui la transcendance républicaine, d'où cette religion civile, avec ce risque, effectivement, de diviniser l'État. C'est que Rousseau était vraiment pétri de métaphysique, et la volonté générale, son concept de volonté générale, ce serait un petit peu analogue à cet esprit saint qu'invoquent les papes lorsqu'ils sont élus,
alors qu'en fait ils ont été élus par leurs cardinaux, par des êtres humains, mais ils disent voilà, j'ai été élu par l'Esprit Saint, un peu comme on dit, la loi est l'expression de la volonté générale. Il y a quelque chose ici un petit peu de mystique, de métaphysique, et justement, j'ai une phrase là de Léon Duguy, sur qui je vais concentrer mon exposé. Duguy dit ceci, dans un article très intéressant que je vais bientôt présenter, qui est consacré à Rousseau, faire de la loi l'expression de la volonté générale, comme l'a fait Rousseau, c'est faire un acte de foi, c'est énoncer une formule scolastique qui s'évanouit au simple examen de la réalité. Bon. On reproche aussi à Rousseau d'avoir, sur fond d'optimisme anthropologique, exalté un mythe qui est celui de l'état de nature, c'est-à-dire un âge d'or qui aurait été corrompu par la société et qu'il faudrait exhumer, avec ce risque d'alimenter une forme de messianisme analogue à l'eschatologie marxiste, qui rêve d'une société réconciliée avec elle-même. Donc on a pointé aussi, certains auteurs ont pointé chez Rousseau, cette espèce de messianisme qui peut être dangereux. Tout le contraire du pessimisme et du scepticisme propre au libéralisme qui nous a préservés depuis Montesquieu et les doctrinaires du XIXe siècle, des utopies dangereuses. Donc Rousseau, selon certains, ce serait un optimiste dangereux qui nous conduirait vers des utopies dont il faut se méfier. On sait que compte tenu du triomphe du libéralisme, notamment depuis la chute du mur, et de ce que certains appellent depuis Fukuyama la fin de l'histoire, et depuis surtout l'effondrement des démocraties dites populaires, celles qui sévissaient de l'autre côté du rideau de fer, qui en avaient résulté, eh bien on peut évoquer l'échec grandiose de Rousseau, si tant est qu'on assimile, selon ces auteurs libéraux, Rousseau à la démocratie populaire ou à l'eschatologie messianique et marxiste. Enfin, est souvent stigmatisé chez Jean-Jacques Rousseau le dogme légicentriste de l'infaillibilité de la loi ou de l'infaillibilité de la volonté générale, qui est analogue un petit peu au dogme de l'infaillibilité des papes, qui invoquent l'Esprit Saint quand ils sont élus, et ces dangers absolutistes dont nous préserve aujourd'hui le contrôle de constitutionnalité des lois. Rousseau, autrement dit, ce serait, selon certains, le précurseur d'une certaine forme d'illibéralisme, contraire aux valeurs de l'état de droit, à force d'exalter comme ça cette souveraineté de la loi, cette infaillibilité de la volonté générale. Là encore, échec grandiose compte tenu de la généralisation de la justice constitutionnelle dans le monde. Bon, tout cela est bien connu, toutes ces critiques sont bien connues, et je ne vais pas les reprendre. Elles ont été bien développées, bien mieux que moi, par d'autres. Je voudrais aborder cet après-midi, si vous me le permettez, un angle d'attaque un peu particulier. Et si je peux apporter ma modeste contribution à cette lecture critique de l'œuvre du citoyen de Genève, je voudrais tenter de le faire en ménageant une place à Léon Duguy, au professeur Léon Duguy, doyen de la faculté de droit de Bordeaux et chef de file à la fin du XIXe et au début du XXe siècle du courant sociologique du droit, du courant sociologisant de la pensée juridique. Professeur de droit public à la faculté de droit de Bordeaux, dont il fut donc le doyen, Léon Duguy, né en 1859 et mort en 1928, qui est donc le plus grand représentant parmi les juristes français du positivisme sociologique, a été un promoteur de l'état de droit. C'était un de ses thèmes favoris, la promotion de l'état de droit, la défense de l'état de droit. Comment faire pour garantir contre l'État, contre les risques d'oppression de l'État, le droit de chacun, le droit des individus. Et pour ce faire, pour promouvoir cette notion d'état de droit, il a mené une croisade qu'on pourrait qualifier d'objectiviste. Autrement dit, c'est un juriste qu'on doit qualifier d'objectiviste. C'est-à-dire que, pour lui, la pensée juridique doit rechercher, et de façon prescriptive, c'est-à-dire qu'il assigne à la pensée juridique une fonction normative, une fonction prescriptive consistant à dire ce que le droit doit être et à ne pas se contenter de dire ce qu'il est, eh bien la pensée juridique doit rechercher les limites objectives
à la volonté des gouvernants. Et c'est cet objectivisme qui, justement, l'a conduit, Léon Duguit, à se démarquer, au nom d'un réalisme sociologique sur lequel je vais revenir, et bien justement, de la pensée de Rousseau, de la métaphysique subjectiviste de Rousseau, et de manière générale de tous les penseurs des Lumières, parmi lesquels donc figure Jean-Jacques Rousseau. Donc, si vous voulez, Léon Duguit, c'est au nom de deux traits caractéristiques qui le singularisent, au nom de son réalisme sociologique d'une part et de son objectivisme juridique, qu'il a pu dégainer des flèches très dures, très sévères contre Jean-Jacques Rousseau, qu'il considère, lui, comme un penseur subjectiviste. Et tout le problème, c'est ce que je vais essayer de... c'est un petit peu le nerf de mon exposé cet après-midi, tout le problème de Rousseau, c'est qu'il serait un ennemi de la liberté, eu égard à la dimension subjectiviste de sa pensée. Donc pour Duguit, c'est son obsession, l'ennemi derrière Rousseau, c'est le subjectivisme juridique. L'un des points névralgiques, en effet, de la critique duguiste adressée à la pensée de Rousseau, réside dans le fait qu'il partageait avec un autre juriste, autrichien celui-ci, à savoir Hans Kelsen, des thèses communes sur l'état de droit, et en particulier des thèses objectivistes. Et c'est au nom de ces thèses objectivistes qu'il avait partagé avec Hans Kelsen. D'ailleurs, Kelsen et Duguit avaient, eux, tous les deux, cofondé la Revue internationale de théorie du droit en 1926, avec un troisième larron qui s'appelait František Ver, qui était un théoricien du droit tchèque. Ils avaient tous les trois, sous les couleurs de l'objectivisme juridique, fondé cette Revue internationale de théorie du droit. Et c'est donc au nom de l'objectivisme juridique que Duguit va porter un acte d'accusation sans concession contre trois grands auteurs, parmi lesquels figurait évidemment Jean-Jacques Rousseau, qui sont pour lui des suppôts du subjectivisme. C'est Kant, Hegel et Rousseau. Cet article, qui est un formidable écrit par Duguit, a été publié à la Revue du droit public en 1928, page 173. En fait, c'est une version traduite en français d'un texte original qu'il avait lui-même écrit en anglais à la demande de Roscoe Pound pour la Harvard Law Review. Et ensuite, la version française, qu'il a lui-même établie de sa propre main, a été publiée à la Revue du droit public. Et dans cet article, Duguit s'en prend donc à ces trois grands auteurs qu'on a tendance à considérer comme les grands parangons de la liberté. Philosophe des Lumières, Rousseau, ensuite Kant et Hegel. Rousseau, c'est celui qui a donc forgé la notion de liberté politique, d'autonomie et de liberté politique du peuple. Kant, c'est celui qui va fonder ensuite la notion ou le principe d'autonomie morale du sujet. L'homme est libre parce qu'il obéit au devoir pur, c'est-à-dire sans attendre un intérêt en retour, donc il est libre, c'est un devoir inconditionnel. Et puis Hegel, c'est celui qui ensuite dira, bon, c'est bien gentil de penser la liberté, mais à l'échelle de l'individu, mais maintenant il faut la concrétiser, il faut la phénoménaliser, d'où la phénoménologie de l'esprit, c'est-à-dire l'effectuation de l'esprit, c'est-à-dire la liberté en politique. Donc trois jalons, trois étapes de la liberté, Rousseau, Kant et Hegel. Eh bien, détrompez-vous, dit Duguit dans cet article à la RDP de 1928, en réalité, par-delà cette image qu'on a de ces trois auteurs, ce sont trois suppôts de l'autoritarisme. Et je peux, vous pourrez vous reporter sur l'article, il les présente comme ceux qui sont responsables de la dérive autoritaire qu'on va observer ensuite dans le droit public allemand de la fin du XIXe siècle et dans le volontarisme de la Herrschaft, de l'Empire allemand. Alors comment en est-il arrivé là? Comment Duguit a réussi à montrer qu'il y a un fil d'Ariane relativement pervers entre le subjectivisme de ces penseurs des Lumières et l'autoritarisme de l'État? Eh bien, la faute à qui? La faute justement au subjectivisme.
Duguy, en effet, vise, si vous voulez, deux aspirations contradictoires de la pensée juridique moderne subjectiviste, de ce qu'il appelle la métaphysique subjectiviste de la pensée des Lumières, dont Rousseau est un des grands représentants. C'est le dogme de la souveraineté d'un côté et la notion de droit naturel subjectif de l'autre. Voilà, si vous voulez, deux aspirations qui ont l'air apparemment contraires. D'un côté, la souveraineté de l'État, qui reflète plutôt l'autoritarisme de l'État, et puis de l'autre, le droit subjectif de l'individu. Eh bien, Rousseau dit qu'en fait, il y a une corrélation objective entre ces deux. Elles ne sont pas si antinomiques que cela. Et il est vrai que, et ça s'ajoute à la critique que Duguy fait de Rousseau, Rousseau, ce serait, et comme tous les contractualistes, se serait empêtré dans cette aporie. Comment concilier la souveraineté de l'État et l'autonomie de l'individu? Réponse, le contrat social. En réalité, il n'y a pas de contradiction, dit-il. Et ces deux éléments sont corrélatifs. Alors, pour bien montrer qu'il y a une corrélation perverse, en fait, entre d'un côté la souveraineté de l'État et de l'autre la notion de droit naturel subjectif, eh bien, Léon Duguy va d'abord se servir de son réalisme sociologique pour dénoncer justement la dimension métaphysique de cette notion de droit naturel subjectif. Donc il va commencer par déconstruire la notion de droit naturel subjectif au nom, lui, de son réalisme sociologique. En disant, voilà, c'est une notion métaphysique qui ne résiste pas à l'épreuve de l'observation expérimentale des faits, à l'épreuve de la sociologie. Ensuite, après avoir déconstruit ce mythe, selon lequel nous aurions tous des droits naturels subjectifs dès notre naissance, il va s'attaquer à ce qui va résulter de ce subjectivisme, à savoir la souveraineté. La souveraineté, en fait, ce serait l'effet pervers de la notion de droit naturel subjectif. Et là, pour dénoncer la dangerosité de la pensée subjectiviste de Rousseau, qui conduirait à la notion de souveraineté, là, il se sert de son objectivisme juridique. Donc, si vous voulez, il y a deux temps dans mon exposé que je voudrais essayer de vous présenter. D'abord, la caution du réalisme sociologique pour dénoncer la métaphysique subjectiviste, pour dénoncer la métaphysique du droit subjectif, et ensuite l'objectivisme juridique que Duguy partageait avec Kelsen, tous les deux cofondateurs de la revue internationale du droit, pour dénoncer la dangerosité de cette notion de droit subjectif, puisqu'elle débouche sur le dogme autoritaire de la souveraineté. Alors d'abord, comment Duguy déconstruit la métaphysique des droits subjectifs? Eh bien, c'est au nom du réalisme sociologique. En effet, il faut bien se rappeler que Léon Duguy a été influencé, séduit par cette nouvelle discipline scientifique native du XIXe siècle, la sociologie, qui a été fondée par Auguste Comte. Sociologie, un nouveau néologisme qui a été créé par Auguste Comte, la science de la société. Et donc, dans le prolongement de ces travaux d'Auguste Comte, puis d'Émile Durkheim, dont il était le contemporain, de Durkheim, le fondateur français de la sociologie, Duguy va utiliser la méthode expérimentale chère à la sociologie pour l'appliquer à la science du droit. Donc on dit, voilà, d'ailleurs il appelle de ses voeux que les facultés de droit ne s'appellent plus facultés de droit, mais facultés des sciences sociales. Ou disons que l'on fonde les facultés de droit dans des facultés de sciences sociales. Qu'on fasse le deuil de l'autonomie de la science du droit et qu'on considère que le droit n'a rien d'autre qu'une discipline sociale que l'on pratiquerait à côté de la sociologie, de la morale, de l'étude de la religion, etc. Donc c'est au nom de cette méthode expérimentale que Léon Duguy va proposer sa vision du monde juridique, sa philosophie du droit, sa Weltanschauung juridique. Et au nom de ce réalisme sociologique, il s'en prend à la méthode symétriquement inverse, qui est la méthode transcendantale. Donc c'est au nom de Comte qu'il s'attaque à Kant, si vous me permettez, ce petit jeu non pas de mots, mais de sonorité. Il s'en prend, effectivement, à la philosophie transcendantale de Kant, à cette philosophie a prioristique qui consiste en raison pure à postuler des principes qui ne correspondent pas à la réalité, et tout cela c'est donc au nom de la sociologie. Et il n'aime pas les concepts a priori, qui sont des concepts forgés par la raison pure pratique,
des énoncés qui consistent à faire comme si, comme dirait Hans Weininger, disciple de Kant, qui a réussi à trouver un nom pour qualifier la philosophie morale de Kant. Qu'est-ce que c'est la philosophie morale de Kant? C'est la philosophie qui consiste à dire que la raison est à même d'énoncer, de proférer des énoncés qui consistent à faire comme si. Par exemple, comme si nous étions libres, comme si nous avions des droits naturels subjectifs. Alors c'est faux, mais on fait comme si. Eh bien, Duguy n'aime pas ça. Duguy n'aime pas les concepts a priori, il préfère les concepts a posteriori. Il préfère les concepts que l'on peut forger après observation, a posteriori, après observation expérimentale, après observation sociologique du terrain. Autrement dit, pour Duguy, les concepts, ça fonctionne un peu comme des ombres. Ça, c'était une métaphore qu'avait utilisée Schopenhauer. Hein. Dans Le monde comme volonté, comme représentation, les concepts, c'est comme des ombres. C'est-à-dire que ça ne fait que reproduire de façon plus ou moins schématique les aspérités du réel, un petit peu comme votre ombre qui vous suit quand vous marchez au soleil. Ça ne reproduit pas tous les détails de votre corps, mais ça ne fait que, un peu par exemple, je sais pas, on pourrait prendre comme exemple le concept de France périphérique. Le concept de France périphérique, c'est le nom qu'a trouvé un géographe, Christophe Guilluy, pour simplifier des données expérimentales sociologiques qu'il a observées à force de sillonner la France et d'essayer de désigner tous celles et ceux qui vivent loin des grandes métropoles, etc. Enfin, un concept, oui au concept, dit Duguy, à condition qu'il soit, comme celui que je viens de citer en exemple, a posteriori, après observation. Or, les philosophes des Lumières, et en particulier Kant et Rousseau également, bien avant, eux, ils ont la mauvaise habitude de forger des concepts a priori. Ça va pas. Ça va pas parce que c'est abstraction faite de l'expérience, c'est déconnecté du réel, ça ne fonctionne pas. Et parmi ces concepts a priori, dont il veut débarrasser la science du droit, Léon Duguy, il y aurait, d'après lui, le concept de droit naturel subjectif. Alors la chasse au droit naturel subjectif, c'est une véritable obsession chez Léon Duguy. Toutes les premières pages des diverses éditions de son manuel de droit constitutionnel, c'est une violente critique, une violente diatribe contre cette notion de droit naturel subjectif, qui sont, dit-il, des idées a priori conçues avant toute expérience. Et cette notion de droit naturel subjectif, Duguy dit qu'elle ne tient pas la route, parce que justement, elle est une notion métaphysique, elle est une notion a priori, et ce pour deux raisons. C'est qu'il reprend, il fait état de sa vision de l'homme qu'il tire de l'utilisation de la méthode expérimentale chère à Auguste Comte. Que nous a enseigné Auguste Comte, selon Léon Duguy? Eh bien, tout simplement que, l'homme n'est pas isolé. L'homme, ce n'est pas l'être isolé et libre des théories du contrat social et de l'état de nature. L'homme a toujours été plongé dans l'hétéronomie d'une société, et il n'aurait pas de devoir, il n'aurait pas de droit, il aurait plutôt des devoirs. Il a cette phrase que je vais essayer de retrouver, Léon Duguy, pour dire que l'homme n'est pas isolé, contrairement à ce que prétend ce concept a priori de droit naturel subjectif. Dans son manuel de droit constitutionnel, 4e édition, page 5, aux éditions Thorin-Fontenoy, Duguy dit « L'homme naît du verbe naître, membre d'une collectivité, il a toujours vécu en société. Si donc, poursuit Duguy, le point de départ de toute doctrine sur le fondement du droit doit être l'homme naturel, celui-ci n'est pas l'être isolé et libre des philosophies du XVIIIe siècle, c'est l'individu pris dans les liens de la solidarité sociale. » Donc voilà, fin de citation, c'est clair. L'homme n'est pas le point de départ de toute doctrine, ça n'est pas l'homme isolé qui a été postulé comme tel par les philosophes des Lumières, parmi lesquels évidemment il y a Jean-Jacques Rousseau, puis ensuite Emmanuel Kant, qui n'ont raisonné qu'à coup de concepts a priori et de beaucoup d'expérience. C'est l'homme innervé ou immergé dans la société. Et puis le deuxième postulat d'Auguste Comte, que Duguy reprend à son compte pour dénoncer au nom de ce réalisme sociologique la métaphysique subjectiviste de Jean-Jacques Rousseau et d'Emmanuel Kant, c'est l'idée que l'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre, il serait déterminé. Alors effectivement, le 19e siècle, c'est le siècle des sciences humaines, c'est-à-dire que c'est le siècle pendant lequel on commence à regarder l'homme non plus comme un sujet, mais comme un objet. On l'a
déboulonné de son piédestal le sujet métaphysique et pour le ravaler au rang d'objet de science, d'objet scientifique. C'est là qu'on commence à construire des musées, le musée des sciences de l'homme, le musée de l'histoire naturelle. Donc l'homme est objectivé et il n'est plus considéré comme ce sujet métaphysique divinisé, c'est un objet qui est causalement déterminé comme n'importe quelle chose. Durkheim dira d'ailleurs dans les règles de la méthodsociologie qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses. Donc l'homme n'est pas libre. Confère, alors l'un des ouvrages emblématiques qui illustre bien ce causalisme, c'est le suicide de Durkheim, dans lequel Durkheim nous dit que ce geste qui apparemment est considéré comme un geste éminemment individuel, isolé, libre, contre nature, puisqu'il s'agit de décréter un terme à son existence avant que la nature ne s'en charge, ou avant que Dieu ne s'en charge, en fait, ce geste qu'on a présenté comme purement individuel, détrompez-vous, il est social, et surtout, il est causalement déterminé, puisque, statistique à l'appui, on peut montrer que l'on se suicide davantage en temps de paix qu'en temps de guerre, parce qu'en temps de paix, on n'est pas transcendé par l'amour de la patrie, par l'intérêt général, donc on s'ennuie, on ne pense qu'à ses intérêts de petits bourgeois, et donc on est plus enclin à ce geste fatal qu'en temps de guerre, où là, on est transcendé par l'intérêt général. Donc, voyez-vous, statistique à l'appui, on peut démontrer que le suicide n'est pas un geste isolé. Donc non, il n'y a pas de liberté. L'homme est, d'abord, il n'est pas isolé, mais en plus, il n'est pas libre. Alors, c'est fort de ces présupposés, qu'on pourrait qualifier d'anti-humanistes, dont la sociologie nous a bercés au XIXe siècle, que Duguy dénonce la notion de droit naturel subjectif, il la déconstruit, il en révèle l'inanité, il en révèle le caractère, comment dirais-je, détaché de l'expérience, et pour dire, voilà, ça ne mène à rien. Et il ajoute à cette critique de la dimension métaphysique du concept de droit naturel subjectif, dont Rousseau est un parangon, sa dimension formelle et hypocrite aussi. Et notamment, il reprend un petit peu la critique de Marx dans la question juive, sur les droits formels, qui oppose aux droits réels. Les droits formels, c'est très bien, ces droits prétendument universels, en réalité, c'est bien gentil de décréter le droit de propriété, mais si on n'a pas assez d'argent pour s'acheter une maison, ça ne sert à rien. Donc, autrement dit, ces droits prétendument universels qui ont été déclarés en 1789, en réalité, c'est les droits d'un homme situé, de l'homme bourgeois, qui pensait qu'à sa propriété. Bon, c'est pas... Et alors, d'invoquer l'existence de droits réels, c'est-à-dire des droits qui réalisent la promesse que ces droits formels énoncent. Bon. Donc, eh bien, Duguy reprend à son compte cette dénonciation du caractère hypocrite et formel des droits naturels subjectifs et d'appeler de ses voeux les droits réels. Ça viendra plus tard, au XXe siècle, notamment en France, dans le préambule de 1946, le préambule de 1946, c'est un petit peu la formalisation dans le droit constitutionnel de la pensée marxiste, parce que c'est la réalisation de certains droits. Mais voilà, donc il y a chez Léon Duguy cette critique à la fois de la dimension métaphysique, de la dimension fictionnelle et de la dimension formelle et hypocrite des droits subjectifs. Mais surtout, ces droits, en plus d'être détachés de la réalité, détachés de la réalité sociale, en fait, d'être métaphysiques et d'être formels, ils sont dangereux. Et ça, c'est le deuxième point, si vous voulez, sur lequel je voudrais porter votre attention. Et là, c'est au nom de l'objectivisme juridique que Léon Duguy porte ses flèches. La dangerosité de ces droits subjectifs, de ces droits naturels subjectifs, puisqu'ils vont conduire à l'exaltation du dogme de la souveraineté. Je précise une petite chose avant d'en venir à ce second point, la dénonciation de la dangerosité des droits naturels subjectifs qui conduisent au dogme de la souveraineté, c'est que Duguy ne conteste pas l'existence des droits subjectifs. Il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de droits subjectifs, et d'ailleurs il dit qu'il faut qu'il y en ait. Seulement, il ne faut pas dire, il faut cesser de dire, comme ont cessé de le faire les penseurs des Lumières, et en particulier Rousseau, qu'ils sont naturels. Et ce qui est métaphysique, c'est l'affirmation du caractère naturel de ces droits subjectifs. En fait, il ne conteste pas l'existence des droits subjectifs, il dit les droits subjectifs
existent, mais ils sont octroyés par le droit objectif. Et en ce sens, on pourrait dire qu'avec Duguy, la notion de charte constitutionnelle de la Restauration, enfin les deux chartes de la Restauration, 1815, elle est beaucoup plus pertinente, puisque le roi octroie, hein, il accepte d'octroyer des droits, et cela correspond davantage à la réalité que d'affirmer les caractères naturels des droits. En fait, ils ont été déclarés en 1789, mais en réalité, ils ont été imposés, ils ont été voulus, comme cela a été souligné dans la précédente communication. En fait, ce sont des droits positifs, des droits voulus. On prétend qu'ils existent à l'état de nature, et ils ont été déclarés, mais le mot déclaration, en fait, est un leurre. Donc, en fait, les droits subjectifs ne sont qu'octroyés. Et donc, c'est l'affirmation de leur caractère naturel qui est métaphysique. En fait, ce sont des droits prétendument naturels, prétendus naturels. C'est ça qui est métaphysique. Je vais faire la parenthèse. Et je reviens donc à ce deuxième aspect du procès que Duguy fait au subjectivisme de Jean-Jacques Rousseau et de manière générale des penseurs des Lumières. C'est la dangerosité de ces droits. Non seulement ils n'existent pas, qui sont formels, qui sont hypocrites, et en plus ils sont dangereux. Alors là, il y a deux grands types d'arguments que Léon Duguy a utilisés pour dénoncer la dangerosité de cette notion de droit naturel subjectif, qui contient en fait en germe le fameux dogme de la souveraineté qui va s'épanouir à la fin du XIXe siècle, et tout particulièrement dans le droit public allemand, hein, à l'époque du Premier Empire, hein, du Premier Reich, à partir de 1870. Le premier argument, ça consiste à dire que puisque ces droits naturels subjectifs sont métaphysiques, ils ne correspondent pas à une observation sérieuse et sociologique du monde, ils sont abstraits. Et donc, puisqu'ils sont abstraits, eh bien, ils n'ont pas de consistance, si vous voulez, autre que celle que la loi positive va leur accorder. Autrement dit, il faut la béquille artificielle du législateur pour connaître la concrétisation de ces droits qui, en soi, parce qu'ils sont métaphysiques, sont abstraits. Ils sont abstraits, donc ils n'ont aucune signification, ils sont vides de sens. C'est un petit peu la critique que Michel Villet faisait dans la préface à la traduction française de la doctrine du droit d'Emmanuel Kant, hein, la traduction par Alexis Filonenko en 1971, et cette traduction de 1971 par Filonenko de la doctrine du droit était assortie d'une préface rédigée de la plume de Michel Villet, et Michel Villet dénonce le caractère universel abstrait des droits selon Kant, en fait, et du droit naturel moderne en général. Il dénonce le caractère inodore, incolore, vide en fait de ce droit, et qui tranche, qui jure par rapport à la richesse, à la consistance du droit naturel ancien, puisque le droit naturel ancien est un droit indexé sur la nature, qui elle est riche et variée, elle est luxuriante, elle a pleine d'aspérité, de différents climats, différents reliefs. Donc le droit naturel des anciens, lui, il héritait de cette richesse du cosmos, hein, de cette richesse cosmologico-éthique, alors que les droits naturels modernes, qui sont postulés en raison pure, de façon métaphysique, ils sont vides, puisqu'ils sont détachés du cosmos. Et donc il n'y a rien dedans. Et comme il n'y a rien, en raison de leur dimension métaphysique, eh bien le risque c'est que chacun va les interpréter un peu comme bon lui semble. Et c'est pour conjurer cette perspective anarchisante et chaotique de l'interprétation par chacun de ces droits naturels subjectifs, qui en soi n'ont aucune consistance, c'est pour conjurer cette perspective anarchisante qu'il faut la loi. Autrement dit, la loi, comme je le disais à l'instant, c'est la béquille artificielle dont il faudra se servir pour éviter l'explosion de ces droits et la guerre de tous contre tous. Mais ça, Hobbes l'avait déjà compris, hein, puisque l'homme est un loup pour l'homme, et pour conjurer cette perspective, il faut la loi du Léviathan. Et d'en conclure, Léon Duguy, et bien voilà, de la plume de ces grands auteurs subjectivistes, dont celle de Hobbes, puisqu'il y a l'aveu que ces droits naturels ne sont rien sans une effectuation artificielle dans la loi. Donc, la doctrine moderne du droit naturel, c'est l'antichambre du légicentrisme pur et dur et de l'étatisme. D'où cette dénonciation chez Léon Duguy de l'objective complicité entre les droits subjectifs, les droits prétendument naturels subjectifs, et l'exaltation de la souveraineté de l'État. Autrement dit, plus on exalte les droits subjectifs, dit Léon Duguy, plus on a
C'est là l'effet pervers. C'est là. Et le deuxième argument. Le deuxième argument dont se sert Léon Duguy pour dénoncer la dangerosité de cette notion de droit naturel subjectif, eh bien, c'est que elle va être instrumentalisée par l'État. C'est-à-dire que dès l'instant où l'on prétend que l'homme a des droits naturels subjectifs, comme l'ont dit Rousseau, comme l'ont dit Rousseau et Kant, eh bien, il n'y a aucune raison, dit Léon Duguy, que l'État, qui est cet individu commun, ce moi collectif, il n'y a aucune raison que l'État ne revendique pas à son tour la possession de ces droits naturels subjectifs. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne la souveraineté. Autrement dit, le droit naturel subjectif, explique Léon Duguy, est à l'individu ce que la souveraineté est à l'État. Il n'y a aucune raison que l'État, qui lui aussi est un individu collectif, un moi collectif, ne revendique pas à son tour cette notion de droit naturel subjectif. Autrement dit, si vous voulez, ce que fait Duguy dans ses travaux, c'est qu'il met dos à dos deux philosophies qui sont apparemment contradictoires, à savoir la philosophie fort sympathique du XVIIIe siècle, qui a consisté à décréter en raison pure des droits naturels subjectifs pour les opposer à l'État, pour les opposer à l'ordre ancien, pour les opposer à l'ancien régime. Ça, c'est tout à fait honorable, et ça a beaucoup de sympathie aux yeux de Léon Duguy. Et la théorie de la Herrschaft, la théorie de la Wilhelm-théorie allemande, qui a exalté le dogme de la souveraineté, dont il dit qu'en fait, il n'est rien d'autre que l'effet pervers de la première. Et il les met dos à dos et il dit qu'il y a un lien, une sorte de corrélation objective entre l'une et l'autre. Et finalement, il conclut en disant que nos philosophes des Lumières, dont Jacques Rousseau, ont construit, peut-être sans le vouloir, des instruments dont se servira ensuite les tenants de l'autoritarisme et de la souveraineté de l'État. En fait, ils ont construit un monstre. Alors, d'abord dans une perspective éminemment bienveillante, mais ce monstre a ensuite été, quand il est rentré dans les mains des jurisconsultes allemands du XIXe siècle, il a pu avoir des conséquences assez dangereuses. Donc voilà, si vous voulez, le procès qu'a articulé Léon Duguy. Alors, dans des termes parfois qui ne sont pas toujours très nuancés, on connaît les outrances de Léon Duguy. Mais cette œuvre à la fois réaliste et objectiviste a le mérite peut-être, au risque de la caricature parfois, de mettre le doigt sur des faiblesses, sur des impensés de la métaphysique subjectiviste moderne, parmi lesquels évidemment Jean-Jacques Rousseau constitue un représentant illustre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, c'était... Je ne trouve même pas les mots à tel point c'était riche et foisonnant d'idées.